La crise du coronavirus aura-t-elle un impact sur le marché de l'immobilier? Est-ce que c'est une opportunité ou plutôt un danger? Et pour répondre à ces questions, on a décidé d'organiser un événement exceptionnel. On a regroupé on a invité trois autres investisseurs, mais attention, pas n'importe qui, des grands investisseurs, des gens qui ont acheté 10, 20, 40 appartements. Vous allez voir, ils ont des choses à partager. Ils sont aussi sans langue de bois, donc je suis à la fois excité et en même temps flippé de savoir ce qui va se passer. Et je peux vous dire qu'en préparant cette conférence, il y a des pépites qui sont prêtes, qui vont sortir. Donc, restez bien avec nous jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir en avant-première toutes nos prochaines vidéos. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous présenter Nicolas Popovic, Olivier Seban et Loïc Cardin. Ouais, salut à tous. Hello. Bonjour. Messieurs, la première question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on nous parle de crise, on ne nous donne jamais vraiment une définition. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est une crise? Alors déjà, moi, je vais commencer, je suis désolé par dire une chose, on est en crise sanitaire pour l'instant. Alors, il y a eu une correction économique en conséquence, mais à proprement parler, pour l'instant, parler de la crise économique, c'est dans la bouche de tout le monde parce qu'il va y avoir des conséquences, mais on anticipe un peu les choses. Donc, pour moi, une crise, c'est la définition qu'on trouve un peu partout, en tout cas celle que que j'entends aussi assez régulièrement, c'est que dès l'instant qu'il y a une baisse de 30%, au-delà de 30% de valeur et généralement d'un coup. Bon, après, ça peut être plus, ça peut être moins. Il peut y avoir des crises par secteur. Mais pour moi, voilà, personnellement, en tout cas, c'est mon ressenti. Pour l'instant, on est en crise sanitaire. C'est plutôt une bonne définition. Après, je pense qu'on est quand même dans une forme de crise économique, pas au sens de l'immobilier aujourd'hui, parce que tout est figé, mais en tout cas au sens même des valeurs boursières qui ont beaucoup dégringolé, même si il y a une remontée là au moment où on tourne la vidéo, mais qui est due à quelque chose qui finalement est pas vraiment arrivé dans le passé, puisque en fait la base c'est une crise sanitaire avant tout. Crise sanitaire, il y en a déjà eu d'autres avant, hein. Mais on n'en parle pas beaucoup. On est d'accord. Mais on les a pas vécues. Même moi, qui suis le plus ancien dans la bande, on l'a pas vécu. Mais en 57, il y a eu la grippe asiatique, il y a eu 100 000 morts en France, hein. Mais ça, on n'en parle pas. Bon, ils l'ont enterré. Mais bon, enfin, la crise en tant que telle, moi, je pense que c'est surtout ce que j'aime bien dire, ce que j'aime bien appeler un révélateur de priorité. Alors, je vais faire deux parties. On peut supposer, et je pense que il va y avoir une baisse des prix de l'immobilier. Ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est que ce que j'appelle un révélateur de priorité, c'est que lorsque tu as un phénomène angoissant comme ça tu te dis, ah, si j'avais fait ça avant, peut-être je serais pas dans cette possible merde aujourd'hui. Exemple, il y en a qui ont peur de pas pouvoir payer leur crédit, que ce soit pour leur résidence principale ou pour un investissement locatif. Et puis, ici, ils se disaient, tiens, si j'avais payé mon crédit, j'avais eu l'occasion, par exemple, de payer mon crédit ou de dire, OK, de le payer le plus rapidement possible, j'aurais pas de crédit sur le dos, ou alors vraiment, je sais pas, 100 balles, 200 balles par mois, un truc ridicule, je me sentirais beaucoup plus à l'aise. Et ce que j'appelle révélateur de priorité, c'est les choses qu'on aurait dû faire, auxquelles éventuellement on a pensé et qu'on n'a pas fait. Et ce qui serait intéressant justement après la crise, c'est donc d'utiliser ce révélateur de priorité, cette opportunité, de dire OK, après la crise, je veux pas retomber dans le même bordel, dans la même merde. Donc, si mon objectif c'est de me sentir en sécurité, c'est de me débarrasser de mon crédit. Donc, la crise, pour moi, alors en chinois, vous savez, je sais pas si vous savez, crise, ça veut dire opportunité en chinois. Ouais. C'est un synonyme. Et je pense que ça l'est réellement, mais à condition d'y réfléchir et puis de pas se positionner, d'attendre bêtement, là, affalé, c'est pas trop tard, machin. Bon, voilà, il faut l'utiliser comme une opportunité, comme l'occasion de pouvoir faire quelque chose derrière d'intéressant. Ok, donc moi je retiens parce que la question c'était c'est quoi la définition de la crise? Nicolas a parlé d'un chiffre de moins 30%. Donc on parle de tous les marchés, quoi. On parle de l'immobilier moins 30%. Est-ce que à partir du moment où il y a une baisse de valeur de plus de 30%, on peut considérer qu'il y a une crise? Ma deuxième question, c'est du coup, pourquoi, à votre avis, il y a des crises immobilières? Olivier, toi qui as de l'expérience,
tu as vécu probablement plusieurs crises. Pourquoi généralement dans l'immobilier particulièrement, ce que je voudrais qu'on soit focalisé sur l'immobilier, pourquoi dans l'immobilier il y a des crises? Parce que les prix sont trop montés. C'est aussi con que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une décorrélation entre le pouvoir d'achat, plutôt le pouvoir d'emprunt des gens et une progression de prix qui s'écarte, à un moment, ce qu'on appelle la déviation standard, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais les gens peuvent plus acheter, donc parce qu'il y a une progression des revenus qui est comme ça et une progression des prix qui est comme ça, donc il faut que les deux se rejoignent. Donc ça veut dire qu'à un moment les prix sont trop montés, il faut qu'il y ait un élément déclencheur. La plus grosse crise immobilière que j'ai connue, c'était début 91, enfin 91, la guerre du Koweït, l'invasion du Koweït par l'Irak. Et il y a plein de potes qui disaient ouais, t'as vu, les étrangers n'achètent plus, machin et tout. D'où ils sont les étrangers? Tu les vois où? Ils achètent où? Ils achètent pas. Ils achètent peut-être les beaux quartiers, mais c'est tout. Alors que à Paris, les prix avaient explosé. Moi, je me rappelle parce que j'étais à Paris à l'époque, et il a fallu d'un élément déclencheur qui s'est passé à 7000 km d'ici. Encore une fois, l'Irak qui a envahi le Koweït, ça a été juste un élément déclencheur. Mais parce que les prix sont trop montés, et il faut qu'il y ait une réactualisation. Et la bourse, c'est exactement la même chose. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire Olivier, en 91-92, l'immobilier s'est arrêté net. Il n'y avait plus de transactions. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, mais il n'y avait plus rien. Moi, j'ai un ami promoteur qui a dû racheter ses propres lots à l'époque. Il les a revendus dans les années 2000, mais si tu ne pouvais pas faire ça, tu étais mort en fait. Et il y avait beaucoup de personnes qui ont fait faillite dans ces années-là. Alors que même en 2008, qui a été une crise immobilière, il y avait encore des transactions immobilières qui se faisaient en fond. Donc, ça prouve qu'il y aura toujours des crises. C'est des phénomènes cycliques qui sont obligatoires, mais que la violence des crises… Et juste, je vais rajouter un truc à ce qu'a dit Olivier. Moi, je pense aussi que si on a été aussi touché de la crise de la guerre du Golfe, c'est parce que par la Méditerranée, tous les pays du pourtour méditerranéen ont été plus touchés que les autres. On avait quand même un lien, je peux pas parler de frontières, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, après, je peux me tromper sur ce point-là. Ceci étant, en 91-92, c'était une crise très violente de l'immobilier parce qu'il y avait un arrêt complet des transactions. Et pour faire le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai des lots à la vente. On va signer les compromis. J'étais en ligne tout à l'heure pour ça. Et là, ça repart. Alors, ça repart. Attention, entre grandes guillemets et parenthèses. Mais on n'est pas à l'arrêt, comme vient d'évoquer Olivier, la crise de 91-92, où là, il n'y avait même pas de crise sanitaire et c'était à l'arrêt. Et juste une dernière parenthèse, on a tous vécu en 2003 la crise du SRAS et ça a coûté 1 point de PIB au monde. Et voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse qui était une crise sanitaire du même, moins grande, mais du même ordre que celle qu'on a. Enfin, là, le problème, c'est la crise médiatique. Oui, c'est ça. Crise immobilier, crise de la bourse, tout ça, c'est une crise médiatique. Oui, je suis d'accord. Tu ouvres BFM, il n'y a pas un article en dehors du virus. Il n'y en a pas un. Loïc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur pourquoi justement il y a des crises dans l'immobilier? Donc, Olivier l'a dit, il faut un déclencheur. Ça peut être sanitaire, ça peut être une guerre. Il faut surtout des prix qui sont montés beaucoup. Et aussi une décorrélation entre le prix du marché et la capacité d'emprunt des gens. Après, c'était aussi, forcément, mais ça va avec ce qu'Olivier a dit, un manque d'acheteurs. Mais dans l'IMO, il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas un marché, mais il y a des marchés en fait immobiliers. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi des choses qui peuvent se passer plus localement. Et je pense que tout, d'ailleurs, on va en parler après, mais tout ne bougera pas forcément de la même manière partout. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont montés beaucoup plus fortement aussi que d'autres, sur lesquels les corrections seront peut-être plus importantes ou pas. Et il y a déjà aussi des secteurs qui, aujourd'hui, étaient en crise finalement en France depuis un moment, si on doit parler de crise selon la définition du début, parce qu'il y a plein de coins en France où aujourd'hui l'immobilier a beaucoup reculé, où c'est quand même assez on va dire, assez précaire, quoi. Loïc, moi j'ai envie de te poser une question. À ton avis, à votre avis, est-ce que ce sont les acheteurs, ceux qui veulent acheter, qui investir dans l'immobilier, ou est-ce que ce sont les vendeurs, ceux qui ont des biens, qui vont être le plus impactés avec la crise du coronavirus? Alors, ça va dépendre de quand même plusieurs critères et je pense que, alors c'est un peu la même réponse, mais il n'y a pas un marché mais des marchés. Il n'y a aussi pas un acheteur mais des acheteurs. Si on fait le parallèle par exemple avec 2008, tout le monde ne s'est pas arrêté d'acheter
comme Nicolas l'a dit à juste titre, mais il y avait des gens pour qui le crédit est devenu plus difficile. Parce que si, suivant ce qui va se passer, suivant comment les États aussi vont, enfin les banques centrales vont gérer en fait ce qui risque de se passer derrière, on peut avoir un phénomène où par exemple certains profils qui étaient avant plutôt qui arrivaient à accéder au crédit et peut-être plus de difficultés, et que certains profils soient plutôt plus privilégiés que d'autres en fait. Après, je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui va se jouer. Et après, si les prix doivent bouger, bah, évidemment, quelqu'un qui est à la vente va forcément être moins privilégié que quelqu'un qui est à l'achat, qui fera de meilleures affaires. Mais maintenant, on en parlera après, mais je ne suis pas forcément persuadé d'une correction de folie, mais je pense qu'il est un peu tôt encore pour vraiment se positionner du fait que on a encore, on est vraiment dans le confinement là aujourd'hui, même s'il y a quelques transactions qui se font, le marché il est surtout bloqué et on ne sait pas encore ce que ça va donner derrière au moment où ça va se rouvrir. Le truc il est assez simple, c'est-à-dire que pour l'instant, comme il l'a dit, il se passe rien parce qu'on peut pas visiter. Donc automatiquement, il n'y a pas de transaction. Les seules transactions qui se font en ce moment, c'est les trucs qui étaient dans le tunnel, dans le pipeline, et puis les opérations se terminent. Je suis en plein dedans, moi aussi. J'ai fait la promesse juste avant le confinement, et ça va se terminer fin mai. Bon, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, qui est-ce qui va être touché? Est-ce que les acheteurs et les vendeurs? Bon, c'est toujours la même chose. C'est un équilibrage du marché. Le marché, pour comment c'est lui qui dicte sa loi. Donc, si on fait les choses logiquement, c'est-à-dire qu'il y a une crise économique, si l'économie a du mal à redémarrer, il y a du chômage, les gens ont moins d'argent, bah, ils auront moins de pouvoir d'achat. S'ils ont besoin de se loger, qu'est-ce qui va se passer? Soit ils vont louer, c'est ce qui va se passer probablement. S'ils peuvent acheter et qu'il y a des vendeurs en face qui veulent vendre, bah, les vendeurs ils vont être obligés de baisser un peu leur prix. C'est d'une évidence. Maintenant, ça va dépendre de la durée de ce confinement, de cette crise. Parce que pour l'instant, on en est à un petit peu plus d'un mois au moment où on fait cette vidéo. Quand on sortira du confinement, on commencera à en sortir. Ils ont dit 11 mai, on sera à 2 mois. Ok, ça fait un choc violent, mais à l'échelle de l'année, c'est pas très long. C'est la durée qui est courte. Donc, il y avait le même phénomène en mai 68. Donc, les événements de 68 que vous n'avez pas connus. Elle était facile, celle-là. Ouais. Et puis, j'avais 8 ans. Hein. Bon. Bon, alors. Mais bon, comment dire, il y avait les rapports économiques qui disaient pendant mai 68, on a perdu 7 points de PIB et le trimestre suivant, il y a eu 8% qui ont été repris. Donc, le truc, il a été complètement effacé. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là si on sort rapidement du confinement, ok, c'est une crise, c'est un truc dont on va se rappeler très longtemps. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ça va s'effacer. Mais est-ce que ça va s'effacer au niveau de l'immobilier? S'il y a vraiment une crise économique derrière, une crise économique normale, ça baissera. Les prix baisseront inévitablement, encore une fois, à cause du manque de liquidité, le manque de solvabilité des acheteurs, et les banques qui commencent aussi à serrer un peu les fesses, et des trucs comme ça. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi. On va en parler de la banque tout à l'heure, on va en parler. Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, disons que, alors, c'est pas pour être contrariant dans tout ça, je vais juste aller dans le sens de ce que j'ai dit au début. C'est vrai que moi, depuis le départ, je prends tout ça sous forme de crise sanitaire. Donc, je trouve intéressant que tu sépares les acheteurs des vendeurs. Moi, aujourd'hui, au moment où on parle sur le marché de la vente, je parle, peu importe, acheteur-vendeur, si je devais placer un impact attendu, ça serait plus sur les gros prix. Parce que déjà que les gros prix, finalement, ils touchent une toute petite tranche de la population en fonction, là, je rejoins tout le monde de ce qui vient d'être dit, en fonction de comment cette crise va se passer. Moi, je présage plus là-dessus d'un questionnement. Et par contre, personnellement, je me pose des questions sur les loyers, en fait. Parce que les crises sanitaires, de manière générale, et même certaines crises ont un impact sur les loyers. Moi, c'est plus là-dessus où, en fonction de comment ça va se finir, je ne dis pas qu'il va y avoir quelque chose. Je dis que j'attends encore parce que c'est trop tôt. Je pense qu'on aura un recul sur réellement ce qui s'est passé parce que je pense que vous avez tous fait attention à ce qui se passait avec ce phénomène du coronavirus. En fait, sur les crises sanitaires, on a un décalage avec ce qui se passe. Le moment présent,
n'est pas la réalité de ce qui se passe. On le saura en fait que finalement avec du recul. Voilà, il faut avec qu'il y ait un décalage. Ok. Voilà, vous m'avez compris. Et donc, j'ai besoin de ce décalage pour pouvoir me prononcer. Mais moi, je redoute un petit peu sur les loyers finalement. Et en 2008, d'ailleurs, c'est passé inaperçu, mais il y avait eu des corrections sur les loyers. Il y avait des loyers dans certaines villes qui avaient un peu baissé. Voilà. Écoute, alors moi, je veux dire, je n'ai aucun impact en 2008 sur mes loyers, mais strictement aucun. Ça, c'est la première chose. Et je rajouterais, parce que je t'aime beaucoup, mais je vais te dire. Vas-y. Non, mais je te le dis, quoi. Ça va. Et le truc, c'est que il y a une réalité qu'on peut pas. Il y a deux réalités. Premièrement, on a tous besoin de se loger. Oui. Et ça veut dire quoi qui va être la deuxième réalité? C'est que les mecs, soit ils peuvent acheter, soit ils partent en location. Donc, supposons qu'ils peuvent pas acheter et que ça pose des problèmes, ils vont louer. Ça veut dire que ça va provoquer de la demande au niveau des locations. Et donc, potentiellement, tu pourras remonter ton prix parce que tu auras suffisamment de demandes ou en tout cas, tu pourrais être encore plus sélectif pour tes locataires. Ouais, mais ça a d'autres implications. C'est-à-dire que si le marché y baisse, ce que j'adorerais, je pense qu'il va arriver, tu vas avoir des biens plus rentables parce que tu pourras louer le même montant, tu auras plus de pouvoir d'emprunt. Le gars qui veut acheter sa RP, il pourra avoir une surface plus grande pour le même montant ou avoir la surface dont il a besoin pour un montant plus petit, etc., etc. Alors, ça resolvabilise, ça refait de l'économie, parce que si tu payes moins cher pour la même chose, mettons que ça se baisse de 20%, tu as 20% de pouvoir d'achat en plus. Bon, si tu l'utilises pas, ça veut dire que tu as de l'argent, tu peux réinvestir dans l'économie, ça fait repartir l'économie. Ça, il y a aussi des bonnes choses. Les crises sont des opportunités, sont des très bonnes choses, peuvent être des très bonnes choses. Après, pour aller dans ton sens, encore une fois, voilà, ça va dépendre de l'impact de la crise sanitaire. Alors effectivement, aujourd'hui, au vu du nombre de morts, ma théorie tient pas vraiment la route, c'est plus celle d'Olivier, je le reconnais. Je pense et j'espère que ma théorie tiendra pas la route, mais dans le cadre où il y a beaucoup de morts, en fait, ça laisse des logements vides et plus d'opportunités à louer aussi, et ça fait baisser les loyers, en fait. Tu vois? Bon, alors on n'est pas dans ce cadre-là aujourd'hui, mais logement vide. Attends, t'as pour l'instant 17 ou 18 000 morts. Allez, mettons même qu'on monte à 30 000. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Non, mais pour l'instant, c'est pour ça que je te dis que c'est toi qui as raison. C'est pas significatif sur le marché, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais ça fait des places en EHPAD quand même. Ouais. Oh là là. Ouais, mais tu sais que c'est intéressant ce que tu viens de dire, Loïc, parce qu'il y a des gens qui placent leur argent dans les EHPAD. Hein. Aujourd'hui, les EHPAD, il y a une attente de rentabilité. C'est pour ça que Et effectivement, ces gens-là risquent d'être touchés parce que ça va changer des choses. Hein. En Italie, si tu as placé ton argent dans les EHPAD, à mon avis, il vaut mieux sortir, même maintenant. Je suis assez d'accord. Vous êtes horrible là quand même. Ah ben. Non, on est réaliste. Attends, moi, faut acheter des viagers en ce moment. Ouais. Moi, j'ai un gars qui m'a dit l'autre jour, j'étais à un repas, il me dit il faut acheter des viagers en ce moment et tout, faut en profiter. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis va te faire foutre quoi, ça va. C'est vraiment dégueulasse quoi. C'est vraiment le truc. Sur Internet, mais le mec sans foi ni loi. Bon ok, on veut gagner de l'argent avec l'immobilier, on est d'accord là-dessus, on fait des investissements, on est des investisseurs, des spéculateurs, des capitalistes et tout, mais ça n'empêche pas qu'il faut un minimum d'éthique. Donc, mais tu auras toujours des charlots. Hein. T'as celui qui achète les masques quand il voit qu'il va y avoir pénurie de masques et l'autre qui se dit non, je vais pas, on est d'accord. Il y a une question qu'on nous pose pas mal en ce moment. On nous dit Simon, Manu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui va devenir de l'immobilier? Est-ce que je dois continuer de chercher à acheter? Est-ce que je dois temporiser? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut ne rien faire? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, en ce moment? Alors moi, je vais dire que c'est toujours le moment d'acheter. Il y a effectivement après, en fonction des situations, de meilleurs moments pour faire de meilleurs achats, etc. Par contre, je vais faire un peu écho à ce qui a été dit au départ. C'est pas au moment de la crise où il faut se poser des questions. C'est pas là qu'il faut se dire dans quelles conditions. Moi, je vais ramener un peu à notre manière à nous de travailler. Nous, on achète selon des règles au mètre carré, en fonction on se base sur des mètres carrés en fonction des villes où on investit. On maintient ces tarifs-là, crise ou pas crise. Ce qui fait que globalement, on sait que si on arrive à acheter à ces prix-là, même s'il y a une baisse, comme je disais tout à l'heure, de 30 ou 40%, de manière générale, là, je parle vraiment pour mon cas. Nous, en tout cas, on ne perd pas d'argent. Donc, même moi, avec 30% en moins, Oui, je perds pas d'argent. Moi, aujourd'hui, avec ma manière d'acheter, la crise, elle m'impacte. Alors, elle m'impacte sur mes prix de revente. Je perds en marge, puisque du coup, les tarifs derrière à la revente sont moins intéressants. Mais avec nos méthodes d'achat, si tu veux, comme on achète à des tarifs relativement bas, je ne vais pas m'en cacher,
Ça me permet d'absorber les chocs en cas de turbulence du marché. C'est ce qu'on est en train de vivre là. Et de la même façon, là, ce que je vous disais tout à l'heure, les lots qu'on est en train de vendre, on vend des lots à dans les 1000 euros le mètre carré sur une zone à 2005, 3000 euros. Même s'il y a une baisse, je l'absorberai. Je ne vendrai pas mon lot moins cher de toute façon. Le prix de vente que j'ai fait fixer, c'est le prix de vente de ce que ça vaut, quoi. Mais Voilà. ça, c'est aujourd'hui avec ton expérience. Si tu te remets quelques années en arrière, quand tu débutais dans l'immobilier, ce qui est le cas de la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo, comment tu aurais procédé et qu'est-ce que tu conseilles comme stratégie là par rapport justement aux événements du moment? Mais quand tu commences, il faut commencer petit pour prendre de petits risques. Et après, tu prends de plus gros risques. Et bizarrement, alors le risque paraît plus gros parce que l'argent est engagé est plus important. Mais en réalité, il est moindre parce que sur ce que tu vas avoir comme proposition, finalement, en tout cas, bon, là, je ne vais pas parler de ça, mais nous, on prend moins de risques parce que c'est plus gros. Mais si je recommençais aujourd'hui, j'achèterais petit et en fonction des tarifs qui vont être corrigés si correction il y a, quoi. Voilà. Mais tu continuerais d'acheter. Ah oui, mais bien sûr. J'achèterai toujours de toute façon. Et Même en ce quand- moment, est-ce que vous avez des transactions en cours? Enfin, voilà, Oui. ça en est où? Moi, j'ai négocié. Alors, ça va intéresser tout le monde. Et moi, j'ai négocié des biens juste avant de rentrer dans la crise. Et au vu des tarifs qu'on a négociés, mais j'oserais même pas de toute façon aller voir les vendeurs pour leur dire il y a eu ça, je veux faire baisser le prix parce que encore une fois, voilà, j'ai respecté mes règles, donc ça rentre dans mes critères. Voilà, le prix que j'ai proposé, ça restera le même prix. Et pourtant, pour certains des biens en question auxquels je pense, on n'a pas encore signé les compromis. Donc, je pourrais aller les voir et leur faire un numéro de violoncelle, mais je le ferai pas en fait, parce que je sais que le prix que j'achète, de toute façon, même si ça venait à se cracher, je serais quand même gagnant en fait. Ouais, enfin ça, le problème que tu as, c'est plus un problème d'éthique personnelle que de réalité économique. Tu te dis, bon, ok, je m'interdis de profiter de l'occasion pour lui faire baisser encore un peu plus son froc. C'est plutôt un problème avec toi. Enfin, un problème, c'est même pas un problème. C'est même C'est pas un quelque problème. chose avec toi. C'est un choix. C'est ta valeur, c'est tes Voilà, valeurs. c'est ça. Voilà. Je fais déjà une très bonne affaire, excellente. Donc, je vais pas. Voilà, on est tous gagnants dans l'histoire. Ça va. Ouais, moi, je suis comme toi. Je trouve ça un peu enfoiré. À la limite, je préfère me retirer et de dire, OK, j'ai la trouille à cause du truc, à cause, Et voilà, ouais. à cause de la période, plutôt qu'essayer de faire, de profiter de la situation. C'est une technique de négociation, si je peux faire une aparté là-dessus. C'est-à-dire, si vous voulez si vous vendez quelque chose, vous voulez pas que le gars il négocie, il faut que vous lui montriez que vous êtes en position inférieure, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas en bon état psychologiquement, vous venez sur des béquilles ou machin et tout. Je vous assure que c'est un truc qui marche excellemment bien. Les gens n'osent pas, si tu veux, être Frapper très un homme à terre. indicatif dans une négociation quand ils n'ont pas quelqu'un qui est à leur niveau et qui est en état de faiblesse. Ils détestent ça. Mais des bonnes affaires, il y en a tout le temps. Je veux dire, confinement, crise, pas crise, machin et tout. Donc, tu es prêt à acheter des bonnes affaires. Et c'est un dénominateur commun. Je veux dire, c'est un dénominateur commun. Quand tu veux investir et tu veux gagner de l'argent avec l'immobilier, tu vas pas payer 2 fois le prix du mètre carré. On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est est-ce que la crainte que l'immobilier se casse la figure dans quelques mois t'empêcherait d'acheter? C'est ça que je veux En dire. gros, est-ce que le manque de visibilité sur ce qui va se passer te freine aujourd'hui? Bon, moi, je pense, je vais vous donner mon scénario. Je pense que ça va baisser, mais ça va pas baisser le mois prochain. Parce que les gens sont restés dans un confinement, ils sont bloqués chez eux pendant 2 mois, ils n'ont pas de raison de baisser les prix. Ils n'ont pas de raison de baisser les prix, ils vont laisser les prix. S'ils voient qu'ils n'arrivent pas à vendre, parce que les acheteurs font les chocottes, parce que qui est-ce qui prend un risque? C'est pas les vendeurs, c'est les acheteurs qui prennent des risques. C'est eux qui font des crédits, c'est eux qui sortent l'argent. Donc, s'ils sont pétochards, s'ils sont trouillards, ils vont se dire, ah ben, on n'y va pas tout de suite. Et si il y a des gens qui ont besoin de vendre, et je dis, et il y en a tout le temps, parce que la vie, elle est là tous les jours, la vie change, la vie des gens change tous les jours, et l'immobilier, c'est la vie des gens. Donc, il y a des séparations, des décès, des naissances. Donc, l'immobilier est quelque chose de dynamique. Donc, il y aura toujours des personnes qui auront besoin de vendre. Et s'il y a personne pour acheter, ben, ils seront obligés de baisser leur prix. Moi, je pense que dans les premières semaines, les premiers mois, il va pas se passer grand-chose. D'autant plus qu'on arrive dans une période qui est la meilleure période pour acheter où il y a des transactions, c'est quand même en ce moment, surtout sur des appartements qui au-dessus de 3 pièces, par exemple.
Et on laisse passer les vacances, c'est un peu plus difficile, on rentre dans les mauvais mois. C'est des trucs quand même qui sont un peu cycliques. Ça va encore accentuer le fait qu'il y a moins d'acheteurs et puis les gens qui ont besoin de vendre, ils risquent de baisser les prix et ça risque de générer quelque chose. Donc, pour faire des bonnes affaires, il y en a tout le temps. Confinement, pas confinement, crise, pas crise, il y en a tout le temps. Mais peut-être les prix seront un peu plus intéressants à partir d'octobre, novembre. C'est plutôt mon sentiment et ma conviction de scénario. Okay. Qu'en penses-tu, mon ami Nicolas? Non, Loïc. Je me suis fait couper l'herbe sous le pied. Loïc, est-ce que tu avais des transactions en cours de ton côté? Alors, j'ai reçu, tu vois, une offre de prêt hier, pour te dire, et j'irai au bout de l'opération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, un peu comme Nicolas l'a dit, c'est très bien acheté et même si demain ça baisse, ce n'est pas un problème en soi. Et surtout, il y a une chose importante que j'avais envie de partager, c'est qu'en général, l'inaction, en fait, elle coûte beaucoup plus cher que l'action, même si l'action, elle n'est pas tout à fait, si les curseurs sont réglés à 98% bien, il n'y a pas de raison. Il vaut mieux passer à l'action en général parce que moi, il y a 10 ans en arrière, je me souviens, on me disait déjà les prix immobiliers en France sont un peu trop hauts, c'est peut-être pas tout à fait le moment d'acheter. Sauf que si depuis 10 ans, j'avais attendu que ça baisse, en fait, aujourd'hui, j'aurais toujours rien. Et en fait, je le vois pas mal dans les commentaires et tous les fois qu'on peut voir sous les vidéos, des gens qui disent il faut attendre parce que c'est pas le moment. Mais si ça se trouve, Olivier, je partage pas mal son sentiment sur le fait de 6 mois à peu près pour que les choses bougent un peu. Mais si ça se trouve, ça va bouger dans 1 an ou 1 an et demi. Et si ça se trouve, ça va pas bouger parce que je sais pas, les banques centrales vont vouloir qu'il y ait énormément de prêts qui soient faits pour relancer l'économie. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont avoir peur de la monnaie et puis qui vont se mettre à investir massivement dans l'IMO en se disant même si demain la monnaie elle vaut moins, en réalité, ça vaudra toujours quelque chose. Enfin, il y a plein de critères en fait sur le marché IMO qui peuvent faire que finalement, on a attendu pour rien. Donc, évidemment que pour moi, il faut passer à l'action maintenant. Si on a décidé de passer à l'action maintenant et si c'était l'objectif, il ne faut pas tout remettre en cause pour ça. En tout cas, un point important aussi, et Olivier il a commencé à l'évoquer, c'est de combien, à votre avis, le marché va baisser. Parce que quand on fait des aussi bonnes affaires que ce que vous dites, Nicolas, Loïc, Olivier, donc des trucs où vous achetez peut-être 20-30% en dessous du prix du marché, au moment où vous signez en tout cas. Si le marché immobilier, à cause du coronavirus, baisse de 5-10%, au final, il y a assez peu d'impact. Moi, c'est ce que je pense personnellement. Je pense qu'il va y avoir une baisse, mais qui va être assez faible. Quel est votre avis? Si vous deviez donner un chiffre et qu'on en reparle dans quelques mois, quand on regarde la vidéo, on se dira qui était le juste prix de la baisse de l'immobilier à votre avis. Il va encore jouer à qui a la plus grosse et qui avait raison. Moi, je pense que c'est très difficile de le dire. Je veux dire. Ouais. Non, mais c'est clair. J'ai vu des mecs qui annonçaient 30% de baisse. J'ai vu des vidéos YouTube. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis dans un quartier. Basé sur quoi? Regarde, moi, j'habite le quartier où j'habite ici. Je veux dire, ça baissera pas de 30%. Moi, j'habite à Paris, dans le 8e arrondissement, à côté de l'avenue Montaigne, pour ceux qui connaissent. Ça va pas baisser. Ça va baisser peut-être de 5-10%. Et encore, c'est même pas certain. On peut plutôt présager d'une stagnation des prix. Parce que quand t'achètes dans des coins, ici, ça se balade entre 12 et 15 000 euros du mètre. Entre 12 et 20 000 euros du mètre. C'est des mecs qui ont de l'argent. Donc, les mecs, je peux pas vendre en ce moment, je vais attendre. Ils ont pas la problématique. C'est quand même un peu historiquement, moi je suis hyper curieux de ce qu'on est en train de vivre. C'est un petit peu la première fois qu'on vit ça. C'est-à-dire que y a déjà eu des pandémies dans l'histoire de l'humanité, mais on n'avait pas cet outil de communication. Et tout à l'heure, Olivier a dit un truc où je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est plus, pour moi, on vit plus aujourd'hui une crise médiatique parce que franchement, ils ont vraiment rien d'autre à dire à part nous faire, je vais pas dire les mots parce que je serais vulgaire, mais ils ont rien à dire. Ils parlent que de ça. Dis-le. Ils nous font chier. Pas la télé, donc, Ils nous font chier. Ils parlent que de ça. Ils s'auto-contredisent. Regarde, ils ont déprimé Loïc, là, on le voit. C'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne bouge plus. Ouais, il est figé. Je suis figé.
Mais du coup, ça me paraît très compliqué d'annoncer comme ça, à part au-delà de l'effet d'annonce, en fait. C'est plus, j'ai envie de dire que si on le faisait, c'est même plus un coup de bluff, en fait. Mais c'est ça que j'avais envie que vous disiez. Voilà, parce que moi, On n'a pas de boule de cristal. Personne le sait. Voilà. Moi, par contre, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que sur mon marché, sur la zone, j'ai quand même une assez grande zone. Aujourd'hui, concrètement, on m'appelle pour finaliser les trucs qu'on avait en cours. Donc, les gens n'ont pas changé leur volonté d'aller au bout des projets. Et ça, pour moi, c'est un indicateur du terrain qui dit que, voilà, il y a comme disaient tout à l'heure Loïc et Olivier, ils l'ont dit tous les deux, aujourd'hui, le terrain est en mouvement. Donc, on peut pas… Par contre, il y a une crise, moi, ça, je peux en parler. Il y a une crise au niveau des agences immobilières. Aujourd'hui, si les actes ne se signent pas, il y a 3000 agences qui sont en danger de fermeture. Ça aura des conséquences sur le marché. Maintenant, est-ce que ça va empêcher l'immobilier de se vendre? Des agences, il y en aura plus. Pourquoi il y a des conséquences sur le marché? Je veux dire, comme tu le dis, je veux dire, il doit y avoir des ventes, des achats. C'est ça. Okay, c'est pas telle agence qui va le faire, c'est celle qui sera debout. Ou alors les mecs, ils vont se faire ça entre particuliers et puis c'est terminé. Exactement. Là où il y a une opportunité, c'est les agences immobilières qui vont s'ouvrir juste après la crise. Elles vont capter plus de valeur parce qu'il risque d'y avoir plus de fermetures. Ils vont ramasser. Voilà, c'est tout. Mais après, parler d'une baisse, c'est trop tôt pour moi. Loïc, toi, quels indicateurs tu vas suivre? C'est surtout, moi j'ai 2 villes où j'investis et c'est vrai que je suis de près forcément ce qui se passe, mais je regarde pas forcément des indicateurs. C'est-à-dire que c'est plutôt par rapport au contact que j'ai en fait avec le réseau que j'ai aujourd'hui, ou avec qui en fait je vais pouvoir voir jusqu'à où on peut aller au niveau des offres, et pourquoi pas si je vois qu'il y a il y a des choses qui nous sont proposées qui sont plus basses, etc., et qu'on arrive à mieux négocier, c'est que forcément le marché est en train de baisser. Parce que le problème, c'est que souvent on va se baser si on se base sur un indicateur national, en se basant sur un site internet particulier, de la moyenne des transactions moi je vois par exemple qu'il y a une ville dans laquelle j'investis, si on prend les prix qui sont affichés sur internet, ou si on prend ce que les agents immobiliers ont l'habitude de dire, c'est 3 000, 3 500 euros du mètre. À 3 000, 3 500 euros du mètre, on n'est jamais rentable. Donc en réalité, au-delà de 2 000, moi j'y vais jamais. Et en réalité, c'est ça, avant tous les indicateurs, c'est le travail, je dirais, qu'on va avoir fait en amont de réseau, et puis les offres qui vont passer ou qui vont pas passer, quoi, tout simplement. Il y a des choses qui nous sont dites, des questions qu'on pose quand on visite des biens, suivant les réponses de tout ça, c'est ça qui va faire qu'on va savoir si on peut aller plus loin ou pas dans nos négos, quoi. Ok. Moi, je sais pas s'il y a des indicateurs particuliers, hein. C'est le marché. Tu suis le marché, tu te laisses porter par le marché, et tu regardes. Si, il peut y avoir un indicateur qui est intéressant, c'est quand tu scrutes les annonces, et tu vois, si tu le fais tous les 2 jours ou tous les jours ou tous les 3 jours, ça n'a aucune importance, mais à une fréquence assez élevée, tu vas t'apercevoir tu vois toujours les mêmes biens. Donc, si tu revois les mêmes biens, ça fait 6 mois qu'ils sont là, ça va commencer à allumer des lumières, hein. Excuse-moi, juste une petite chose, c'est par exemple, là, j'ai un achat-revente en cours sur ma résidence principale. En réalité, c'est important aussi de toujours acheter dans l'état d'esprit avec la bonne stratégie, entre guillemets. C'est-à-dire que cette résidence principale, si demain le marché devait baisser de 30 ou 40%, c'est sûr que l'affaire serait plus aussi belle que ce que j'avais prévu, mais elle peut être mise en location à tout moment. Donc finalement, si j'ai vraiment envie d'en sortir, il suffit de la mettre en location, et puis c'est parti. Sachant qu'il est important de préciser que là, ce que tu devais te dire, normalement, la résidence principale, c'est pas fait pour spéculer. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai absolument pas spéculé dessus, c'était voulu. Voilà. Il a juste changé d'avis, en fait. Sa femme, finalement, ne se sentait pas bien dans cette maison-là, et ils ont décidé. Exactement. Vous faites ça tous les 6 mois, elle l'a adoré, et puis aujourd'hui. Vous faites ça tous les 6 mois, vous aurez des problèmes. Si vous avez des histoires à raconter, ça passe. Justement, Nicolas, est-ce que en ces temps de crise, tu as des astuces, ceux qui regardent nos vidéos, d'ailleurs, mettez-nous un like sur cette vidéo, pour trouver des bonnes affaires en temps de crise? Est-ce que tu as des trucs à partager? Alors oui, moi j'ai un truc à partager qui va mettre tout le monde d'accord, je pense. Ça me fait mourir de rire parce que les gens attendent d'être en crise. Ça va un peu dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, Olivier. Ils attendent d'être en crise pour réfléchir. Et là, il y a le feu au lac et ils veulent faire quelque chose à tout prix alors qu'ils sont pas formés, ils ont rien appris. Enfin, tu vois, ils sont le bec dans l'eau. Ils ont juste une inquiétude qui s'allume.
Et donc, il faut agir tout de suite et ils sont prêts à faire n'importe quoi. Alors déjà, si j'ai une astuce à vous donner, c'est faites pas ça. Si vous êtes rendu compte pendant la crise que vous avez une connerie, au lieu de vouloir la réparer tout de suite en disant je vais tout de suite acheter un truc ou machin pour essayer de justement, bon, tu vas en parler tout à l'heure, mais cette histoire de risque de chute bancaire, etc., qui plane un peu parce qu'il y a des gens qui annoncent ça depuis longtemps. Bref, c'est pas quand on est dans la merde qu'on commence à réfléchir en fait. C'est une réflexion de longue haleine. Si d'ailleurs il y a bien un point commun à nous tous ici, quand on nous écoute tous parler, on a tous des stratégies qu'on a développées et qu'on tient sur la durée. Donc, commencez par réfléchir à une stratégie. Alors, malheureusement, c'est sûr que si vous ouvrez les yeux pendant une crise, il y a un avantage, c'est que vous êtes dans une bonne position pour acheter, mais n'agissez pas inconsidérément sous le coup de l'émotion. C'est souvent là qu'on fait les plus grosses conneries avec l'argent et de manière générale. Un bon point à rappeler. Mais on veut quand même des astuces. Mais on veut quand même des astuces. Alors... sans astuces, spécial anti-crise. Le marché de la résidence principale représente le plus gros du volume. Donc, dans tout ce qu'on vient de dire, vous avez déjà un conseil qui ressort. Si le marché immobilier est touché, ça risque en premier lieu d'être la résidence principale. Donc, ça veut dire quoi? Déjà, avant cette crise-là, depuis l'année dernière, en visitant des biens, je visite toujours des maisons en fait, des RP. Moi, je fais ça un petit peu pour voir ce qu'il y a sur le marché de la RP. Et ça faisait quelque temps que je me disais que sur le marché de la RP, tu avais beaucoup de maisons qui sont vieillottes en fait, que les gens veulent vendre cher de préférence, parce que c'est souvent comme ça, mais qui veulent pas rénover en fait. Et je pense que cette crise, si effectivement elle a lieu et qu'elle impacte l'immobilier et qu'elle impacte le marché de la RP, tu vas avoir des belles opportunités pour les gens qui sont prêts un peu à relever les manches et à retravailler des RP, à les proposer qualitativement sur le marché parce qu'il n'y a rien. Moi, en tout cas, sur mon marché, des belles RP bien propres. Les gens aujourd'hui, toujours sur mon marché, je suis dans le Grand Sud, Grand Sud-Est, porte de Lyon, porte de Marseille, un peu après Perpignan. Dans cette zone-là, tu vas trouver vite des maisons entre 400, 500 000 euros, mais en fait, elles ne les valent pas. Tu visites ça, tu n'as pas envie de vivre à l'intérieur. En fait, il y a toujours quelque chose à faire. C'est pas nickel. Et les gens qui ont l'argent de payer ça, ils veulent que ce soit nickel. Donc, si c'est impacté, là, déjà, tu as des trucs à faire, quoi. Pour les gens qui veulent bosser, parce qu'il y a du boulot par contre. Voilà une astuce qui… Ça, elle est valable, les travaux, c'est valable de manière intemporelle, on est d'accord. Oui, mais plus, s'il y a un phénomène qui s'accentue avec la crise sur un marché donné, il faut en profiter en fait. Justement, voilà, tu vois ce que tu viens de dire, c'est intéressant, c'est valable de manière intemporelle, mais quand la crise, elle va appuyer très fort quelque part, à toi de savoir saisir cette opportunité en sachant que tout le monde risque d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Olivier, il disait peut-être que si les acheteurs se retirent, tu vas te dire pourquoi personne va vouloir l'acheter en fait. C'est psychologiquement, ça risque d'être difficile parce que sur le marché, elle va être boudée. Donc toi, il va falloir que tu ailles au-delà de tes émotions et te dire c'est ça que je prends. En réalité, c'est juste une histoire de compétition. C'est-à-dire que tu vendras plus facilement un bien en bon état qu'un bien en mauvais état. Tout à fait. Ça se résume à ça. Alors, certes, ça peut être mis en exergue à cause de la crise, parce qu'il risque d'y avoir peut-être plus de biens sur le marché s'il n'y a pas de vente. Donc, il va y avoir plus de compétition, ce qui peut faire baisser les prix, ce qui n'est pas une mauvaise idée aussi, j'en ai déjà parlé. Et il est évident que si tu as un bien en bon état qui est prêt à être habité, et il n'y a pas, un coup de peinture à remettre, parce que les gens, parce qu'on parlait de la RP, les gens ne veulent pas faire de travaux. Sur la RP, ils en veulent le strict minimum. Ils sont prêts à aller repeindre un mur, mais ils veulent pas aller refaire la cuisine et tout ça. Alors, le meilleur exemple, c'est on regarde les émissions de Stéphane Plaza là, quand ils font du relooking, du homestaging, cherchez le terme. Le mec, il y en a quand je regarde l'émission, je regarde que la fin. Quand ils viennent, ils font les visites pour vendre. Le reste, j'en ai rien à cirer. Et puis il y en a qui viennent dans les acheteurs potentiels qui disent mais j'étais venu il y a 3 mois. Et disaient mais ça n'a plus rien à voir. Et en fin de compte, les gens, tu t'aperçois qu'ils achètent une déco d'une part, ils achètent une ambiance avant plutôt que d'acheter une maison. Enfin, quand ils sont intéressés par la maison. Et donc oui, l'astuce, ce dont parle Nico, mais elle relève du bon sens. Et tu peux vendre plus cher. Un bien en bon état, tu peux le vendre plus cher. Parce que un mec qui dit j'ai 200 000 balles, ok, il est prêt à mettre 220 000. Il est prêt à le mettre. Son impact sur 20 ans de crédit, il est ridicule. Au lieu d'avoir 500 de mensualité par mois, il va avoir 550. Il va le faire. Pour avoir revendu plusieurs RP, parce que ma femme se sent mal partout, on va dire. C'est vrai que des gens achetaient à des prix des fois qui étaient assez élevés sans être dans
y avait un produit qui ne retrouvait pas sur le marché ailleurs, donc ils étaient prêts à mettre le prix parce que ce produit était particulier. Sinon, maintenant, non, c'est ça, ça va complètement dans le même sens, les choses sont accentuées. Après, il y a une chose qu'il faut se dire aussi, parce que la crise, en fait, là, on parle d'une crise qui est générale, mais en réalité, tout le monde a des crises dans sa vie. C'est-à-dire que, à la limite, là, tout de suite, moi, je suis pas spécialement en crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ça va bien. Et par contre, il y a quelques années, j'ai eu des problèmes financiers parce que j'ai une structure qui, par exemple, a fait faillite ou autre. Eh bien, à ce moment-là, j'étais en crise, mais le monde n'était pas en crise. Et en fait, des bonnes affaires dues à la crise, il ne faut pas forcément attendre la crise parce que des crises dans des couples, il y en a. Des crises parce que les gens, je sais pas, divorcent, parce que pour plein de choses, il y a des crises un peu tout le temps. Donc, les tips qui sont donnés là, en fait, appliquez-les tout le temps. Moi, j'ai une idée que m'a soufflé d'ailleurs Nicolas, parce qu'on s'est parlé avant. Dans les temps de crise, il y a aussi du coup des gens, comme tu l'as dit, tu viens de le dire Loïc, qui font faillite. Et peut-être que se pencher sur les enchères, ça peut être aussi intéressant. L'économie va mal et donc potentiellement, il y aurait peut-être plus de bonnes affaires qui peuvent être. Il y a juste un détail, c'est qu'il faut de l'argent pour ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Oh, je donne ce que je peux, les gars. Ouais, mais il faut de l'argent, c'est un conseil qui ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a par exemple des marchands, aujourd'hui il y a des marchands qui ont beaucoup d'argent, il y a d'autres marchands qui jouent beaucoup avec l'argent des autres, entre guillemets, et par exemple il y a peut-être des bonnes choses qui vont sortir à ce genre de niveau, et peut-être aussi des gens qui vont sortir du coup du marché, parce qu'avec crowdfunding IMO, avec des choses comme ça, il y a des gens qui ont vraiment joué très très gros et très très fort là-dessus, et voilà, pareil. Mais là on est sur du gros prix, en fait, c'est ce que Nicolas disait tout à l'heure, sur les gros prix, il va peut-être y avoir plus de choses encore que sur les plus. On va attaquer deux parties encore dans ce tour de table. Une partie banque, la partie bancaire et la partie fiscale. Donc, restez bien avec nous. Fiscalité juridique, on les met ensemble. Mettez-nous un like et on enchaîne tout de suite avec la partie bancaire. Donc, sur la partie bancaire, on entend beaucoup aussi de on-dit par rapport aux conditions d'obtention des crédits. Il y a beaucoup de gens qui disent que les conditions d'obtention de crédit vont se resserrer. Qu'est-ce que vous en pensez? En début d'année, ils avaient déjà resserré. En janvier, il y a eu des notes qui sont passées sur les fameux 33%. Ils ont durci, soi-disant, un petit peu la situation. Maintenant, avec ce qui vient d'arriver, la question se pose effectivement. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas la réponse claire et nette. Ce que je peux dire, par contre, d'expérience pour avoir vécu 2008, nous, en 2008, donc, il y a eu la crise qu'on a connue. Et on a ressenti les effets sur l'immobilier en 2010. Moi, de 2010 à 2012, j'arrivais plus à emprunter en fait. Et ceux qui arrivaient à emprunter, je les voyais sur le marché, ça m'énervait d'ailleurs. C'est ceux qui avaient le plus d'argent en fait. Donc là, voilà. Ça va rejoindre ce que dit Nicolas, mais dit sous une autre forme. Ce n'est qu'une histoire commerciale. Nicolas, il est un peu à part. Je sais pas lui qui est à part, mais de par son activité. L'accès au crédit, elle est différente que d'un particulier qui veut acheter sa résidence principale ou faire un ou deux investissements. Donc, il y a pas la même approche au premier niveau. Je dis bien au premier niveau. Mais le dénominateur commun, c'est ils évaluent la solvabilité des gens. Donc, ils estiment que Nicolas, il est solvable, donc ils vont lui prêter d'argent malgré qu'il y ait la crise. Peut-être qu'ils vont resserrer un peu, ils vont faire un peu plus attention. Ils vont remonter d'1,5%, j'en sais rien, on peut imaginer plein de choses. Mais après, c'est vrai qu'en début d'année, fin d'année 2019, donc avec des effets en début 2020, il y a eu des recommandations du HPCF, c'est ça, si je me trompe pas. Et de la Banque de France aussi. Ouais, et qui disait, soyez plus strict sur les 33%. Mais attention, ce n'était que des recommandations. Ce ne sont que des recommandations. Ce n'est pas une imposition de la part du gouvernement, de la Banque de France ou de ces organismes affiliés. Ce ne sont que des recommandations. Il n'y a pas eu de loi de voter, ils n'ont pas voulu. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les banques, elles saisissent cette opportunité, cette occasion pour être un peu plus strictes. Moi, je pense, et puis pour l'instant, j'ai rien vu qui me le contredisait, que ça leur permet de refaire des marges, c'est-à-dire de dire, OK, je veux bien vous prêter 100% ou 110%, mais je peux plus vous le prêter à 1%, je vais vous le prêter à 1,5%. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ça oblige les banques aussi à être un peu plus strictes sur réellement les 33%, mais les 33% sur quelle opération?
sur la première opération. Sur la première. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans une banque, on ne vous connaît pas. Ah, salut monsieur le banquier, j'étais chez ton pote en face avant, il me casse les bonbons, j'en ai marre, j'ai envie de changer de banque. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Il va être plus strict, il va dire ok, mais je ne veux pas dépasser les 33%. Mais si vous lui montrez que vous savez gérer, vous gagnez de l'argent avec ce que vous faites, c'est toujours ma phrase marketing classique quand je dis mais apprenez à investir avant d'investir, gagnez de l'argent d'abord et on vous prêtera beaucoup plus facilement. Comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, Nico, tu disais, ouais, moi j'arrivais plus à avoir du fric, mais il prêtait au mec qui en avait. Mais si vous allez voir, vous faites de la location courte durée. Alors je parle de location courte durée, je peux en parler librement. Je ne vends pas de formation sur la location courte durée directement. C'est pas moi qui le fais. Donc, et je ne fais pas de location courte durée. Donc, je peux en parler très librement. Mais tu vas acheter un appartement qui coûte 100 000 euros. Sur 20 ans, tu vas avoir 500 balles de mensualité. Si tu l'exploites correctement en location courte durée, tu vas en tirer entre 1700 et 2000 balles. À peu près. Le gars, tu vas à la banque tous les mois, tu dis, je vous mets 1500 balles, c'est issu du loyer de l'appartement, alors qu'il a que 500 de crédit, le mec, tu vas le revoir. Il va te prêter du fric. Il va te le prêter parce que tu lui as montré que tu savais gagner de l'argent avec, que tu savais. C'est juste une histoire de crédibilité. C'est un peu compliqué. Hein. Mais ça, on va pas le revoir. Tu vas pas le revoir. La dernière crise sanitaire, elle date de 1957. C'est bon. Il faut absorber le choc psychologiquement. C'est réglé. Et tu vas voir que dans un an, les choses repartiront complètement normalement. Ah, enfin non. Dans un an, on aura à la télé le remémorial. On va tout nous repasser les images. Oui, ok. Donc, à partir du moment, et le meilleur conseil que je puisse donner à tous ceux qui nous regardent, c'est n'ayez pas peur des banques. Ça, c'est la première chose. Faites les choses correctement. Ça, c'est la deuxième chose. Parce que quand je vois, ça, Nico, je sais qu'il sera d'accord avec moi, quand vous voyez tous les mecs qui vous font des vidéos sur Internet, j'ai acheté 10 appartements, je me suis fait prêter 10 fois, machin et tout, mais les mecs, ils font des conneries. Ils font des conneries. Et ils se mettent en danger, ils disent, ah, c'est facile, et les banques leur en donné un peu trop facilement. Ouais. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, et moi, c'est ce que je dis dans mes formations, alors je cherche pas à me faire de la pub, je vous donne le conseil, vraiment, même s'il est dans la formation, je vous le donne gratos. Hein. Achetez et désendettez-vous. Votre premier objectif, la première phase, c'est d'acheter et d'utiliser le crédit. Et la deuxième, c'est de vous désendetter le plus vite possible. C'est des conneries de garder des crédits sur 20 ans, 25 ans. Ce sont des conneries. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais il y en a un là, sur ma chaîne YouTube, il me met ah oui, j'ai emprunté pour 1 million, j'ai un patrimoine d'1 million d'euros, j'essaye d'emprunter 100 000 euros. La banque, elle me dit non. Je lui dis, vous avez vraiment 1 million? Tu pourrais le retrouver, c'est sur la vidéo du dernier appartement que j'ai acheté à Dubaï. Tu trouveras. Le mec, je lui dis, vous avez vraiment? Il me dit, non, j'ai 1 million de crédit en face. Ah, j'ai dit, t'as 0, mec. C'est pour ça qu'on ne prête pas. Donc, c'est que commercial. Et comme l'a dit Nico, on lui prête plus facilement après la crise, on lui prêtera parce qu'il a fait ses preuves. Et voilà. Vous, si vous voulez investir dans l'immobilier, qu'on vous reprête et qu'on dépasse les 33%, parce que c'est vrai, les 33%, ce ne sont que des garde-fous, il faut que vous montriez, vous savez faire ce que vous montrez que vous savez ce que vous faites. Rien d'autre. Ce n'est que du commercial. Et les commercial, c'est une relation de confiance entre vous et la banque. Donc oui, vous serez contraint par les 33% au début, sauf si vous avez 500 000, 1 million sur votre compte. Et si le mec, il veut pas dépasser 33% de vos revenus, c'est qu'il est complètement con. Hein. Il suffit de changer de banque. Hein. Tout, hein. Juste avant que je donne la parole à Loïc, on a des élèves qui nous disent « Ah, je suis bloqué, j'arrive pas à emprunter ». Généralement, la seule question que je leur pose, c'est « Ok, tu as été voir combien de banquiers ?» 3. C'est évident. 2 ou 3. 3, mais c'est rien. Le dernier projet qu'on a fait, on avait plus de CDI, on était entrepreneur. On avait 6 mois de bilan de société. 6 mois de bilan de société. On a été voir 10 banques. Et sur les 10 banques, il n'y en a que 2 qui étaient d'accord et une seule. Au total, il y en avait 4
Il y en avait une qui voulait de l'apport, donc on a écarté direct. Et après, on en a choisi une par rapport aux conditions commerciales. Voilà. Donc, il faut aller voir, il ne faut pas s'arrêter et c'est votre détermination qui fera la différence. Ne vous arrêtez pas. Soyez dédé. Soyez dédé, comme on dit, discipliné et déterminé. Loïc, qu'est-ce que tu en penses? Attends, je veux juste appuyer sur ce qu'a dit Olivier. J'en ai pour 2 secondes. Juste, je vais. Celui-là. Non, mais alors là, Vas-y, Nico, vas-y. Il m'a tendu une perche, il faut que je la saisisse. Je suis complètement d'accord avec lui parce que trop souvent, on entend effectivement, et je suis complètement d'accord avec lui, il y a des gens qui disent oui, endettez-vous. Mais l'argent, pareil, Simon et Manu, on en a déjà parlé, l'argent, il est absolument pas dans les loyers, il est dans le capital. Bon, premièrement, et c'est une phrase que vous avez entendue depuis votre plus tendre enfance, il y a des gens à la télévision, moi quand j'étais gamin, je les entendais, qui nous parlaient de la force du capital. Donc, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. On n'est pas là pour ça. Bref, moi, ce que je veux juste souligner, c'est qu'une crise, ça sert à voir, c'est comme si la mer se retire et tous ceux qui sont à poil, eh bien, on les voit du coup. C'est une image qui veut tout dire en fait. C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, là, s'ils se prennent la crise et qu'ils sont endettés à ras le cou et qu'en fait, ils n'ont rien anticipé, ils ont aucun moyen financier de faire face à leurs prêts, eh bien là, je suis vraiment désolé pour eux parce que c'est désolant comme situation, mais c'est leur faute. C'est-à-dire qu'ils se sont endettés à tout va, sans se soucier de rien, sans chercher à se désendetter. Et je rejoins complètement Olivier. C'est un comportement il faut avoir de l'expérience, je pense, pour en parler. Et malheureusement, quand il y a des crises, ça accentue juste le phénomène qui est de la mauvaise gestion. C'est pas issu de mauvais conseils ou quoi que ce soit. C'est de la mauvaise gestion des personnes qui ont fait des choix qui sont les mauvais choix. Voilà, c'était juste pour aller dans le sens d'Olivier. Okay. Rappelez-vous de cette phrase, voilà, quand la mer se retire, on voit ceux qui se baignent à poil. Voilà. Ouais, elle est pas mal, ça. Je vais la retenir. Elle est bien, ouais. Je l'aime bien aussi. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est quand même que la banque, elle gère du risque. C'est plus ou moins ce qui a été dit. Et en fait, tu as le côté, évidemment, de rembourser au plus vite. Et tu as surtout le côté même de mettre de l'argent de côté, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les gens, souvent, vont démarrer dans l'IMO. Par exemple, je prends l'allocation courte durée parce que finalement, le cash rentre assez vite avec l'allocation courte durée. En fait, il y a 2 types de personnes. Tu as les personnes en fait qui finalement, et aujourd'hui, c'est celles qui se retrouvent avec la mer qui se retire et sans calbut, ou alors juste avec le calbut, on va dire. Mais en tout cas, en fait, c'est si on n'a pas mis de côté quand tout va bien, c'est pas le jour où ça va mal. Moi, j'en ai vraiment fait les frais parce que ma première structure sur laquelle que j'ai monté dans ma vie, j'ai monté une startup qui est montée très fort en puissance. Et ce qui m'est arrivé, c'est que tout simplement, à la première grosse difficulté, c'était un problème bancaire en réalité, c'est-à-dire que les banques en fait prêtaient plus à mes clients. Et à ce moment-là, comme j'avais pas prévu et j'avais été en mode c'est super, je fais de l'argent et je me fais plaisir à tout va, je me suis retrouvé à poil tout simplement. Et si tu veux, aujourd'hui, moi, la première chose que je dis à tout le monde, c'est commence par mettre de l'argent de côté, prévois 6 à 12 mois par lot que tu as. Si demain ça devait s'arrêter pendant 12 mois parce que c'est le temps, si quelqu'un ne paye plus ton loyer, en gros il faut 12 mois en moyenne pour le sortir. Si tu n'as pas 12 mois devant toi pour payer les charges de cet appartement, tu seras pas bien, quoi. Donc c'est la base. Et là, effectivement, la crise, ça peut impacter beaucoup parce que tu peux avoir, tu vois aux États-Unis, tous ces gens qui perdent leur emploi aujourd'hui. Je crois que c'est 30% des Américains qui là n'ont pas payé leur loyer. Ça risque d'avoir quand même un certain impact sur les gens qui ont acheté de l'IMO et qui ont fait un peu n'importe quoi avec leur trésorerie, quoi. J'ai bien entendu ce que vous dites. Il faut mettre de côté, etc. Mais quand on débute, et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve un peu le problème de certaines personnes sur Internet qui font rêver les gens et qui disent que même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on leur dit que vous pouvez emprunter à 110%. Mais on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. Exactement. Il faut faire la distinction entre emprunter à 110% qui est j'ai de l'argent sur mon compte, je rassure le banquier comme quoi je vais pouvoir faire face en cas de problème. Et puis surtout, je me rassure déjà moi parce que s'il y a un problème dans le nouvel investissement, un ballon d'eau chaude qui claque ou autre, il faut quand même pouvoir subvenir, quoi. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Exactement. Et le fait de mettre de l'argent dans votre crédit. Donc, Olivier, est-ce que tu penses qu'on va toujours pouvoir emprunter à 110%? Oui, bien sûr. Bien entendu. Mais les recommandations, c'est de dire, OK, la première recommandation, c'est 33%. OK, ça, c'est le premier élément. C'est les recommandations. Mais si ta mensualité, elle rentre en empruntant 110% et elle rentre dans les 33%, déjà, c'est plus facile. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le revenu. Combien tu gagnes? C'est
Si tu gagnes le SMIC, 33%, tu vas pouvoir emprunter 400 avec une mensualité de 400 euros par mois. C'est qu'est-ce que tu vas acheter avec 400 euros par mois? 400 euros par mois sur 25 ans, je vais garder à peu près ce montant-là, ça fait 100 000 euros. Ça fait un petit peu moins, ça fait plutôt 90 000. Mais ça va dépendre de tes revenus, donc de la solvabilité, de ce que tu vas acheter. Si tu achètes un truc, la moyenne nationale, c'est, si tu enlèves Paris, c'est à peu près 2400, 2500 euros du mètre carré. Si tu achètes, je sais pas, 30 mètres carrés, c'est à 75 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui peuvent acheter pour 75 000 euros sans se mettre en danger. Donc, on l'a dit déjà, le banquier, c'est un gestionnaire de risque. Il gère le risque, qu'il a de te prêter de l'argent. Si il te prête, tu as une mensualité, allez, tu n'es même pas à 33% de taux d'endettement, tu as à 20% de taux d'endettement, il va te les prêter. Il va te les prêter. C'est une notion de risque. Oui, on pourra continuer à emprunter à 110%. Ça va dépendre de ce que vous achetez et ça va dépendre de votre revenu. Moi, je pense que ce sera toujours le même problème qu'avant. C'est-à-dire que moi, ça fait plusieurs années que j'entends des gens me dire « Ah, maintenant, le 110%, c'est fini parce que mon banquier me l'a dit. » Et finalement, c'est aussi, je vois depuis des années, des gens continuent à 110% et je continue à emprunter à 110%. Il y a la dernière opération que j'ai fait, c'était 485 000 euros. J'ai dû mettre 17 000 euros sur la table. Ça ne m'a pas choqué de pas avoir un oui à 110% à ce montant-là, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que ce sera une excuse du banquier qu'on aura toujours et il y aura des bons dossiers, il y aura des dossiers qui obtiendront des 110%, il y aura des gens qui auront fait beaucoup de banques et qui auront trouvé des banquiers qui ont vu dans leur situation une situation qui était dans leurs critères, d'autres banquiers qui auront vu une situation qui n'était pas dans leurs critères et qui ne leur donneront pas les 110, quoi, c'est ça. Mais c'est ce qu'Olivier a dit, je rejoins totalement. Est-ce que, là on sort un peu du cadre immobilier, mais pour les gens qui ont un petit peu d'argent sur les comptes en banque, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque sur notre épargne? Sincèrement, à court terme, je crois pas. Là, parce que c'est, comme l'a dit notre ami Nico, il a dit c'est une crise sanitaire, c'est pas une crise financière. Ok, c'est une crise sanitaire. Les répercussions peuvent être que ça va se transformer en crise financière, mais à l'heure actuelle, sincèrement, c'est pas une angoisse que j'ai. J'ai essayé de me créer l'angoisse il y a un mois en essayant d'extrapoler, en disant mais qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi J'ai pas réussi à trouver, quoi. J'ai pas réussi à trouver. Donc, à court terme, non. À court terme, je ne vois pas pourquoi. Mais je dis bien à court terme. Si on reste confiné, on bloque l'économie pendant 6 mois, 8 mois, 10 mois, ce qui n'arrivera pas, on trouvera d'autres solutions. Là, oui, je me poserai des questions. Mais là, franchement, c'est des mecs qui ont envie de se faire peur quand on leur parle des banques. Et tout Nicolas, il n'est pas l'air d'accord. Je le vois là. Non, je suis d'accord avec Olivier. Je rajouterais juste que c'est des mecs qui ont un business autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, autour des crises, il faut pas se mentir, il y a un business. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait leur fonds de commerce autour de la peur de la crise. Et donc, après, moi, je juge personne. On a tous des business différents. J'ai pas d'avis de valeur sur là-dessus. Mais effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui parlent de chute de banque, comme on a vu en 2008 avec Lehman Brothers, mais c'était une banque d'investissement au passage, Lehman Brothers, pardon. Lehman Brothers, d'accord. Bon, c'était une banque d'investissement, mais ça, je dis pas que ça ne peut pas réarriver, je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes sur notre économie, mais je dis qu'il y a des gens qui aujourd'hui attendent que ça arrive. Alors, est-ce que ça arrivera? Peut-être, mais je suis de l'avis d'Olivier. Voilà, je pense. Loïc, et je pense, excuse-moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Je pense que ça serait prétentieux de notre part de se positionner en tant qu'économiste averti, tout le monde qui savent tout. Je reste modeste, je te donne que ma propre impression et je pense que il y a beaucoup de choses où on n'est pas des économistes, c'est pas notre job. De fait, qu'on fait du business, on est dans un monde économique, bien sûr, on reçoit plus de choses, plus d'infos, on essaye de les analyser, mais je pense qu'il y a des choses où on va pas péter plus haut que notre cul. Je pense que moi, j'arrive pas à trouver de raison. À l'heure actuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, même si j'ai des potes qui sont un peu dans le système, un peu plus proche du système financier, ils me disent honnêtement, pour l'instant, je vois pas non plus. Et ils n'ont aucun intérêt, c'est des amis à moi, ils n'ont aucun intérêt à me pipoter. Est-ce que Loïc, tu as une vision différente?
Pas forcément différentes parce que, mais de toute façon, c'est assez amusant quand Olivier, c'est bien que tu parles des économistes parce qu'en fait, tu entends des mecs qui te disent c'est le V, d'autres c'est le U, d'autres c'est le J. Ils sont en train de nous faire tout l'alphabet possible sur les sorties de crise. Mais en fait, à chaque fois, les mecs, ça leur permet d'avoir un peu plus d'antennes de télévision, quoi. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Non, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que là, il y a beaucoup d'argent qui est sorti par les banques centrales pour dire on met de l'argent sur la table et on crée de la monnaie quand même quand on entend le plan de relance, mais qui en fait c'était un plan simplement pour faire face à la problématique de l'instant, là, 2200 milliards aux États-Unis. Je ne sais plus combien ils ont sorti en Europe, mais je crois que là, la France, ça coûte un truc comme 100 milliards par mois, l'arrêt de l'économie. Forcément, cet argent-là, il faudra quand même à un moment qu'il sorte de quelque part. Donc, c'est sûr qu'à long terme, ce qui était déjà un peu engagé avec les taux négatifs, avec tout ça, quand les gens ont de l'argent sur des assurances-vie ou des choses, c'est sûr que il y a de fortes chances pour que l'inflation soit un peu plus haute que les taux auxquels ils seront rémunérés. Mais ce n'est pas des choses où du jour au lendemain, enfin moi je ne partage pas, mais tout peut arriver, mais je ne partage pas l'idée que du jour au lendemain, tout le système s'effondre et on revient à l'âge de pierre. Après, peut-être que ça arrivera, j'en sais rien. J'ai aucune idée de ce genre de choses, mais je me pose pas ce genre de questions parce que si on part là-dessus, dans ce cas-là, il faut que je commence par aller acheter des graines, faire du potager plutôt que faire une vidéo avec vous, quoi, pour me dire où est-ce qu'on va, quoi. Pendant qu'on est justement sur les États, les gouvernements, est-ce que vous pensez qu'en France, le gouvernement peut modifier des lois qui pourraient impacter les investisseurs, par exemple, avoir plus de taxes, comme l'a dit Loïc, il y a des milliards qui sont perdus, il va falloir aller les récupérer ailleurs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va modifier des choses pour aller récupérer cet argent? Déjà, pouvoir, ils peuvent le faire, de fait. Ouais, la question, c'est est-ce qu'ils vont potentiellement le faire? Si je dois donner vraiment mon ressenti perso, je dirais que on a déjà beaucoup de taxes en France et qu'à un moment, s'ils ne veulent pas complètement péter le V que tous les économistes nous annoncent, il ne faut peut-être pas non plus qu'ils aillent trop loin dans les taxes parce que il y en a déjà pas mal. Maintenant, l'avenir nous le dira. On s'adaptera. En France, en plus, on est quand même le pays des niches. En général, on sort une loi ça fait beaucoup parler sur BFM, et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a un autre truc qui est ressorti à côté, qui fait que si tu repasses par la porte d'à côté, ça se passe quand même plutôt pas mal. Donc non, moi je pense qu'il faut, il n'y a pas de vrai risque entre guillemets à ce niveau-là, mais ils peuvent le faire, oui. C'est un peu comme la question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce que les prix, de combien ils vont descendre? Ou les taux, même si on n'a pas beaucoup répondu à la question, est-ce que les taux d'emprunt ils vont augmenter et de combien? Mais on n'en sait rien. Je veux dire, soyons modestes. Je veux dire, soit moi, vous, Nico, Loïc et tout, on n'en sait que dalle. On n'en sait rien, mais on peut avoir un avis. Non, mais l'avis, il est du bullshit. Je veux dire, je suis désolé de vous le dire. Je sais que vous adorerez quand je dis ça. Mais c'est des conneries. Dans le sens, qu'est-ce que tu veux prévoir? Ils feront ce qu'ils ont envie de faire. Ils feront ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont besoin de mettre 60 heures et de t'imposer les 60 heures ad vitam aeternam, ils le feront. C'est comme ça. Bon, après, c'est jusqu'où les gens sont prêts à supporter ce qu'on va leur imposer. Bon, après, on peut rentrer dans d'autres débats. Est-ce que la France est mal gérée? À mon avis, oui. Est-ce qu'on pourrait faire beaucoup d'économies? J'en suis parfaitement persuadé. Bon, mais je veux dire, s'ils veulent nous faire payer aux investisseurs, aux gens qui ont de l'argent, aux gens qui en ont pas, ou à n'importe qui, ils le feront. Te dire comment, est-ce que ça a un impact à court terme? À court terme, je pense pas. À long terme, un peu plus, parce qu'à court terme, ils peuvent pas. Tu veux pas sortir de la crise, de dire, allez, au 11 mai, 12 mai, de dire, bon, allez, on va rajouter 10% sur les impôts et machin. Bon, les mecs, ils vont péter les plombs. Ils sortent de 2 mois de confinement, là, c'est bon, c'est la guerre civile. De toute façon, moi, c'est un sujet que j'aime bien et on se prend souvent la tête avec Simon là-dessus parce que Simon, à chaque fois, la politique, ça le gave. Je rejoins ce qu'a dit Loïc. De toute façon, c'est en dehors de notre zone de contrôle. Nous, en tant qu'investisseurs, on est là pour s'adapter aux lois qui vont passer ou pas. Et rappelez-vous une chose, parce qu'à chaque fois, on dit oui, ils vont le faire ou voilà, comme si c'était pas dans nos mains. Mais après tout, et je te le dis à toi aussi, la politique, si vous n'êtes pas content avec la politique, vous avez qu'à vous engager en politique et à votre échelle, vous ferez des propositions et on verra si elles passent. Mais ou on se barre. On se barre. C'est la politique différente, mais de se barrer. Ouais. Tu te barres, malheureusement.
Nicolas. Ben, moi, je vais aller dans le sens, je vais aller dans le sens d'Olivier encore un peu plus. C'est que même s'il y avait un économiste parmi nous hyper qualifié, il n'en sait rien non plus. La preuve, en 2008, il y avait une crise immobilière. Il n'y en a pas un qui a pris sa bagnole pour aller voir que les maisons se vendaient pas et il continuait d'émettre des bons. Quand c'est arrivé, tout le monde est tombé des nues. Même dans les plus hautes sphères, quand tu vois les dernières déclarations juste avant la crise de 2008, c'est lunaire en fait. Et on dirait qu'ils n'ont même pas foutu d'aller voir ce qui se passe dans la vraie vie de ce qu'ils peuvent nous pondre. Donc, je suis de l'avis de Loïc dans le sens où et on est déjà dans c'est déjà assez lourd fiscalement la France. En rajouter, comme dit Olivier, à la sortie de la crise, ça me paraît quand même tiré par les cheveux, ou alors il se tirerait une balle dans le pied. Et personne sait qu'est-ce qui va se passer en fait. La suite, elle est très intéressante parce que je pense que les gens ne mesurent pas à quel point c'est intéressant ce qu'on est en train de vivre et l'impact que ça va avoir. Et je suis d'accord avec vous tous. Nous, notre rôle, c'est de s'adapter et de nous adapter jusqu'au point où on n'aura plus envie de s'adapter. C'est-à-dire, comme dit Olivier, à un moment donné, si t'en as ras-le-bol, ben casse-toi. Hein. La France, on l'aime ou on la quitte. Hein. Oh là 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 là, mon Dieu, je vous l'avais dit que ça allait m'attendre. Non, mais c'est vrai. Il a raison. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il a raison. Je comprends que moi, je les aime pas. Je les appelle tous les Jean-François. Donc, pour moi, c'est tous les mêmes. J'ai pas comme ça besoin de me rappeler de leur prénom. Il est inutile d'ailleurs. Mais pour moi, de toute façon, ils sont inutiles en fait. Ils sont là, bon, ils font leur truc. Mais leurs intérêts électoraux vont à l'encontre de nos intérêts à nous. Mais c'est normal, je le comprends en fait. Maintenant, ils font leur truc, je fais le mien. Le jour où ça m'impactera directement et que ça m'emmerdera, ben, je me casserai. Je ferai comme tout le monde. Voilà. Ils me verront plus. Ils pourront me critiquer comme ça. Ça marche. Dernier point qu'on avait promis, c'est la partie fiscalité. Est-ce que vous allez revoir votre stratégie avec la crise d'un point de vue fiscal, justement? Mais qu'est-ce que tu veux revoir? Tu sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu veux revoir? C'est une question qui nous a été posée. Hein. On a interrogé. Il est en train de m'engueuler ou notre communauté avant de faire cette vidéo et c'est une des questions qui revenait. Bah ouais, bon, mais Harry Potter, ça va. Harry Potter, arrête de failloter. Mais pourquoi il m'appelle Harry Potter? Parce que je suis un magicien de l'immobilier. Tu ne devrais pas dire ça, Urbain, qui s'appelle qui est à Lyon, c'est un blaireau de naze. Ça se lâche. Je sais pas s'il faut. Tu la couperas, celle-là. Tu mettras un bip dessus, s'il te plaît. Tu veux plus ce qu'on disait. Ouais, donc en gros, Olivier, toi, tu changes rien. C'est pas vraiment vrai quand même, Olivier. Excuse-moi. Mais c'est pas vrai. Je peux pas te dire je change rien. Mais qu'est-ce que tu veux faire tant que tu ne sais pas ce qui va arriver? Que tu t'adaptes à partir du moment où on t'impose de nouvelles règles. Si on me les impose pas, qu'est-ce que tu veux que j'adapte? Mais tu peux sentir les choses venir et puis essayer de réagir. Ça peut aussi. Mais tu sais pas ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, non. C'est encore une fois, ça relève des questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Des points. Est-ce que combien va tomber l'immobilier? Ah oui, 20, 25, 30, machin. Est-ce que les taux ils vont remonter de 0,5, de 1, de 2, machin? On n'en sait rien. Je veux dire, c'est une boule de cristal qu'on n'a pas. Et je suis certain que même si cette boule de cristal, elle voulait bien nous dire quelque chose, ça serait probablement n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ils sont capables de t'inventer, soit d'accentuer, de mettre des pourcentages supplémentaires aux impôts qui nous ont déjà imposés. Impôts imposés, c'est pas mal. Ou d'en inventer des nouveaux. Bon, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux? Donc, tu changes rien. Donc, le mec qui t'a dit ça, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Le mec qui a dit ça, je t'aime, mais je peux pas te répondre. Ok, c'est très bien. Est-ce que Loïc, Nicolas, vous avez un avis différent d'Olivier? Ils vont rien oser dire. Attends. Ils sont d'accord avec moi. C'est des faux culs. Ils vont dire autre chose. C'est des faux culs. Non, moi je vais juste te dire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas au moment de la crise que tu te poses ces questions-là. Si tu as une stratégie. Pose la question mais non, mais je comprends, mais la réponse reste la même que celle que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu as une stratégie qui marche, pourquoi tu irais la changer pour une crise? Une crise, c'est un moment sur une période donnée. Comme dit Olivier, on ne sait rien de ce qui va se passer, on ne sait rien. Ok, en quoi, si tu as des règles auxquelles, après, moi, j'ai la chance et la malchance d'avoir connu 2008 et d'avoir dû la traverser. Donc, j'ai survécu. Mes règles ont changé en 2008, mais depuis, elles marchent très bien et je me rends compte qu'aujourd'hui, elles marchent aussi très bien. Donc, moi, je change pas ma stratégie. Moi, je reste sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le fond du problème pour moi, c'est que les gens qui posent ces questions-là, c'est qu'ils savent
pas vraiment ce qu'ils font, ou en tout cas, ils n'ont pas une vision sur leur propre. En fait, c'est eux ils essayent de remettre sur nous le problème qu'ils ont avec eux-mêmes. On ne peut pas répondre aux problèmes des gens, en fait. À toi d'élaborer une stratégie en laquelle tu vas croire suffisamment pour avancer quoi qu'il arrive, quoi. Moi, je sais que quoi qu'il arrive, je continuerai ma stratégie. Bon, en d'autres mots, c'est une question à la con, quoi. Il n'y a jamais de question bête. Je vais vous expliquer, je vais vous donner un peu de contenance. Voilà, de trucs. Loïc, est-ce que tu as un point à ajouter? En fait, moi, ce que je voulais juste dire, c'est que je pense que, et je vous rejoins complètement, quelqu'un qui se pose cette question-là, c'est peut-être pas suffisamment formé en amont, je pense, parce que effectivement, en réalité, les stratégies, tant que les choses n'ont pas bougé, il n'y a pas de raison de bouger. Après, si je devais donner un ressenti, je pense que là, en plus, ils vont être plutôt dans un état d'esprit d'aider les sociétés. Moi, je vois, j'ai ma banque qui m'a appelé pour me prêter l'équivalent par société que je possède de 3 mois de trésor de l'année dernière. Ils voulaient me filer ça parce que l'État le garantit à 90%, et c'est de l'argent gratuit, c'est à rembourser dans 1 an, c'est à 0%, c'est tout ce qu'on veut. Je veux dire, ils sont dans un état d'esprit d'aider les sociétés, donc c'est sûr que s'il n'y a pas des stratégies qui se rapprochent entre guillemets de la fiscalité des sociétés qui a été mise en place, c'est peut-être intelligent de se rapprocher de la stratégie des sociétés, mais quand je dis ça, ça peut être fait à titre perso, enfin on va pas rentrer dans tous les détails fiscaux, mais voilà, mais c'est sûr que c'est plus tard qu'il faudra se poser vraiment ce genre de questions si réellement il y a des lois qui viennent à faire bouger les choses. Je vous dis ça parce que y a des gens, et là ça va te concerner directement, Loïc, toi qui es spécialiste de la location courte durée, qui ont beaucoup investi avec le LMNP, loueur meublé non professionnel. Aujourd'hui, on voit l'impact de la crise, certes, qui est temporaire, on le répète, ça fait 1 mois, 2 mois de confinement, on n'espère pas plus. Mais si vous avez mis toutes vos billes dans le LMNP et que vous avez mis tout sur la location courte durée, aujourd'hui, vous êtes en difficulté probablement. Mais ce n'est pas un problème de fiscalité, c'est une histoire de stratégie. Avoir le statut de loueur meublé non professionnel, ça découle juste du fait que tu as décidé d'acheter un bien et de le louer en meublé, que ce soit de la longue durée ou de la courte durée. Je suis d'accord. C'est pas un problème fiscal. Je suis d'accord avec toi et tu fais très bien de le préciser. Moi, je pense que la leçon qu'il faut tirer de cette crise importante en tant qu'investisseur, c'est que vous devez aussi vous diversifier. Et garder votre sang-froid. Déjà, la première chose, c'est garder son sang-froid. Je peux donner mon point. Oui, vas-y, allez, on l'écoute. Il faut se diversifier. Aujourd'hui, nous, on a la majorité de notre parc immobilier qui est en location traditionnelle longue durée et on a un immeuble avec 2 appartements où on est actuellement… Et un local commercial où on est en location courte durée. Depuis… on va dire 1 ou 2 semaines avant le confinement, toutes les réservations se sont annulées. Aujourd'hui, on a la capacité de faire face sans avoir même recours à un stop crédit, enfin en tout cas à annuler les mensualités parce que justement, on a nos locataires qui nous donnent une assise financière par rapport à ça. Et comme l'a dit aussi Loïc, il faut, et vous l'avez tous dit, il faut sécuriser, mettre de côté et ne pas utiliser cet argent-là sans avoir votre bouée de secours en cas de problème. Donc, c'est par rapport à ça, je pense que, et tu l'as bien fait de rappeler, il ne faut pas confondre la fiscalité avec la stratégie d'investissement. Et c'est surtout, à chaque fois que vous allez sur une stratégie qui vous paraît hyper rentable, dites-vous, OK, mais si ça se casse la gueule, c'est quoi mon plan B? Quand nous, on a décidé de tester la courte durée sur notre dernier immeuble, on a fait tous nos calculs basés sur de la location traditionnelle en longue durée. On sait que si on rebascule sur ce type de stratégie-là, on sera rentable quand même par rapport à l'investissement qu'on a fait. Donc, c'est toujours réfléchir au coup d'après, bien acheter, respecter les basiques. Et ça, on en vient du coup à juste une chose. Ah, il peut pas laisser une chose avant parce que bah non. En fait, c'est simplement juste aussi, il y a une autre manière aussi où tu peux voir le truc, c'est-à-dire que finalement crise, ça peut vouloir dire difficulté, chômage, ça peut vouloir dire des locataires qui ne payent pas leur loyer, par exemple. C'est une autre problématique qui peut arriver aussi. Ça peut vouloir dire aussi, si tu as, 600 € de charge sur un appartement par mois, là, on va se retrouver avec 2 mois de confinement, ça fait 600 x 2, ça fait 1 200 € qu'il faudrait avoir mis au portefeuille si vraiment tu n'as pas du tout réussi à relouer, même s'il y a pas mal de stratégies. Là, on en parlait juste avant, j'ai repris une réservation à 1 750 €. Je fais des réservations plutôt plus longues en ce moment et ce n'est pas pour forcément déplaire quand on est en courte durée. Ce n'est pas pour autant que ça s'est complètement arrêté, même s'il y a des villes où c'est plus arrêté
que d'autres, on est d'accord, mais il y avait des stratégies quand même pour pouvoir s'adapter un minimum. Et en fait, pour dire ça, c'est que si tu as 600 € par mois de charge, au pire, tu n'as pas du tout réussi à louer, ça te fait 1 200 € sur 2 mois. Si ça fait 12, 24 ou 36 mois ou même 12 mois, hein, simplement que tu gagnes 600 € par mois net avec ton investissement, si tu as mis de côté, tu as 2 mois sur la dernière, je ne sais plus, tu as donné la date, Olivier, tu la connaissais mieux que moi, de la dernière crise qui s'est passée de cette manière-là, 57. qui était réellement une crise sanitaire, voilà, en 57. Bon, bah voilà, on a quand même une crise qui arrive, allez, on va dire tous les 50 ou tous les 70 ans, ou peut-être même qu'une fois par siècle. Donc, je pense qu'il faut pas forcément tout revoir dans ces stratégies parce que il se passe un événement à un instant T. Si on a suivi, moi de toute façon, je l'ai vu, les paniques qu'on a vues, c'était sous les vidéos que je produis, où là, j'avais des gens qui paniquaient. Dans mon groupe, avec les gens qui font partie de mes programmes, il n'y a pas eu une seule panique parce que les gens, la première chose que je dis, c'est comme tu disais Manu, avoir plusieurs stratégies possibles et plusieurs cordes à son arc et pas dire je vais acheter et j'achète à n'importe quel prix parce que c'est trop bien, je vais faire de la location courte durée. Et la deuxième chose aussi, c'est je commence à gagner de l'argent, j'en gagne, mais j'en mets de côté tout de suite si j'en avais pas forcément suffisamment auparavant. Je commence pas par dire c'est super, je vais m'acheter une nouvelle bagnole parce que j'ai fait de l'immobilier. C'est complètement à l'opposé mental de ce qu'il faut avoir comme mentalité quand on investit. Du coup, justement, la dernière question, enfin une des dernières questions avant de vous demander comment vous voyez l'avenir. Je sais qu'Olivier, je sais ce qu'il va répondre. On n'en sait rien. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Mais en tout cas, l'avant-dernière question, c'est est-ce que la location courte durée, du coup, Loïc, toi qui en es spécialiste et qui a énormément de biens avec cette stratégie, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas faire des modifs? Comment tu vois la suite? Écoute, non, pas spécialement, parce que le système en lui-même, il est organisé de cette manière-là et ça se passe très bien. Maintenant, si on doit parler du marché en lui-même, c'est sûr que là, aujourd'hui, on est sur une baisse forcément qui doit être peut-être même de l'ordre de 80%. Et Airbnb est même en train de sortir une formule de location au mois qui va pouvoir être proposée pour passer sur… ils veulent aller attaquer le marché des locations un peu plus long terme avec les appartements qui sont proposés sur Airbnb. Donc évidemment, le une nuit, 2 nuits là pendant un confinement, c'est très compliqué. C'est basé sur le mouvement, toute cette économie. Donc s'il n'y a pas de mouvement, les locations, ça devient tout de suite plus compliqué. Maintenant, l'après-confinement, c'est à voir comment ça va se passer. Je suis plutôt très confiant parce que moi, le premier, la seule chose, on m'a bloqué, on m'a empêché de bouger. Dès qu'on va m'autoriser à bouger, j'ai qu'une envie, c'est bouger. Donc je pense que cet effet-là, il va être tout le temps dehors, moi, après le confinement. C'est ça exactement, donc tu vas avoir envie de t'en aller et tu vas louer ou des appartements ou des hôtels ou ce que tu veux. Maintenant, ça va dépendre parce que c'est vrai qu'on peut avoir un confinement par vague, par exemple. Il y a des gens qui ont évoqué ça, mais tout ça en fait c'est de l'avenir et c'est de la spéculation entre guillemets. Pareil, il y a très certainement peut-être les Asiatiques. Donc si tu es dans une ville aujourd'hui où il y a beaucoup d'Asiatiques qui venaient, tu vas peut-être plus forcément les avoir parce que ça risque d'être bloqué pendant un moment. Mais par contre, les Français risquent d'avoir pas trop l'autorisation de sortir, donc ils vont peut-être, les clients vont bouger, vont pas forcément être les mêmes, mais dire que tout est mort parce que on a eu 2 mois de confinement, je pense que ce serait assez dingue. Moi, je pense que la location de courte durée, après le déconfinement, ça va très très bien marcher pour une seule raison, enfin en tout cas pour une excellente raison, c'est que les hôtels n'ont pas le droit de réouvrir. Donc, pour l'instant, ouais. Automatiquement, ça va. Les gens, s'ils ont besoin de se déplacer, ils vont devoir aller ailleurs. Alors, puisqu'on essaye de prévenir l'avenir, là, il peut y avoir quelque chose d'à peu près prédictible. Et si le gouvernement, s'il y a des mecs du gouvernement qui ont des appartements en courte durée, peut-être ils vont se dire, faut pas le faire aussi sur la courte durée. Il faudrait bloquer aussi la courte durée, ce qui est pas. Ce qui est arrivé dans notre… Alors, il y a des choses de sortie là-dessus. Hein. Ouais. Il y a plein de préfets là qui ont pris déjà des mesures là-dessus. Mais par contre, d'ailleurs, j'invite s'il y a des gens qui regardent. Pardon ? C'était du temporaire. Enfin, en tout cas, chez nous, c'était temporaire. Il y en a jusqu'au 11 mai. Qui correspondait aux vacances. Voilà. La plupart des arrêtés sont au maximum jusqu'au 11 mai, jusqu'à la date de déconfinement. Mais effectivement, ils ont bloqué. Mais par contre, j'invite vraiment les gens à regarder en détail. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais je pense qu'elle sortira avant le 11 mai. À aller regarder en détail l'arrêté préfectoral parce que nous, on a eu pas mal de gens qui ont paniqué, qui ont dit « Oula, mais attends, j'ai plus le droit de louer. J'ai des gens qui sont dans mon appartement. » Non, en réalité, ce qui est interdit dans
il faut aller lire évidemment l'arrêté, mais dans 99% des arrêtés qui ont été sortis, c'est que c'est interdit de louer à des gens qui veulent partir en vacances. Et ça paraît logique, on est en confinement, on n'est pas censé partir en vacances. Mais si les gens ont une raison familiale, en fait, suivant comment est fait leur attestation… Nicolas, juste un mot sur la courte durée, je sais que tu adores ça. C'est ma passion. Nous, on a juste un immeuble en courte durée. En plus, on a vraiment pas de chance. On venait juste de décider de le mettre en courte durée. Donc, on n'a même pas pu commencer. J'ai une pensée émue pour tous ceux qui commencent dans l'investissement, qui sont petits financièrement. Parce que c'est vrai que nous, on peut assumer parce qu'on a d'autres bâtiments et finalement, ça se noie dans un flot et il n'y aura pas de problème. Mais si j'avais eu que ça aujourd'hui, que ce bâtiment, je m'imagine, hein, j'ai que ce bâtiment-là, je commence, il m'arrive ça. Je rigolerai pas. Voilà, je ferai pas. T'as très peu de problèmes en réalité. T'as très peu de problèmes. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que, à condition, bien sûr, que ça ne dure que 2 mois, ce qui est prévu à l'heure actuelle. Donc, moi, je dis, comme les hôtels vont être fermés, donc il va y avoir un afflux. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Mais vous pouvez demander très facilement à la banque de reporter votre crédit. Et je vais vous donner un exemple, vraiment là, c'est qui date de 2 jours. Jennifer, il y a que Loïc qui la connaît pas, qui est mon assistante. Elle avait un report sur un appartement. Elle n'a pas eu de bol avec cet appartement. Elle l'a acheté et il a brûlé 3 mois après. donc, elle avait utilisé son report au maximum. Elle a dit bon, il y a la crise du Covid. Elle n'a pas pu mettre en exploitation pour plein de raisons. Et il y avait, je vais pas revenir sur pourquoi elle n'a pas pu. Et elle a appelé la banque. Elle avait été déjà au bout de son report et la banque lui a dit mais il n'y a aucun problème avec la crise, on vous reporte encore. Ils lui ont reporté 2 ans. Donc elle m'a dit au final ça va faire 4 ans. Ça lui fait 4 ans. Donc il faut pas se prendre la tête. Alors heureusement, j'allais dire ça va pas durer 4 ans et je vais vous dire une chose. Si ça dure 4 ans, l'économie, elle n'existe plus. Donc, votre pognon, il vaut plus rien. Donc, on n'a rien à cirer. Mais vraiment, rien à cirer. Ça peut vous sembler fou comme truc, mais c'est une réalité. Comme tous les mecs qui veulent pas investir en bourse, qui ont peur, c'est pas grave, je cherche pas à contrecarrer, à me moquer de leur peur. Mais de dire oui, mais si la bourse baisse encore, j'ai dit si la bourse baisse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'économie et ton fric, il vaut rien. Qu'il soit sur un livret A ou dans les actions en bourse, il vaut strictement rien. Donc, tu t'en fous complètement. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut accepter, quoi. Ouais. Il y a des boîtes en face en plus. Je ne remets pas en cause ce que tu viens de dire, Olivier, je suis d'accord. C'est juste que. Il y a un mais quand même. Mais il y a un mais, voilà. Moi, là où je voulais en venir, je voulais juste te dire qu'en fait, quand tu commences et qu'il t'arrive ça au moral, je ne sais pas si c'est. Oui, d'accord. Voilà. Quand tu commences, que c'est ta première opération. Enfin, moi, je sais que ma première opération ayant été réussie, ça m'a incité à faire la suite. Et c'est vrai que voilà, nous, je t'avoue que pour aller dans le sens de ce que disait Simon, c'est notre. On commence avec le saisonnier. Ça m'incite pas à y retourner en fait. J'ai pas de stress, mais je me dis pas ça va être le fond de mon fond de commerce. Le gars qu'on pourrait prendre en exemple, que tu as dit, le gars qui démarre, mais le stress ou la déception, c'est plutôt une forme de stress et de peur. Elle vient du fait qu'il s'est engagé à acheter quelque chose et qu'il y a le stress du crédit et du remboursement. Oui, c'est vrai. C'est généré par ça. Donc c'est pour ça que je cherchais à rassurer, dire ne vous prenez pas la tête. Si ça dure 1 an, 2 ans, ouais, là, je suis d'accord, ça risque d'être très, 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 très chaud. Mais il y a encore les banques, comme c'est pas toutes les conneries qu'on peut lire à droite à gauche, les banques vont nous piquer nos appartements, nos maisons, machin et tout. C'est des conneries. Les banques, elles sont pas là pour ça. Et elles feront des efforts, elles reporteront les crédits. Et d'ailleurs, je vais appuyer ce que tu dis. Leur but n'est absolument pas de vendre vos appartements. Hein. Elles le font très mal d'ailleurs. Elles font tout pour éviter les saisies. Hein. Elles préféreront qu'on paye et s'entendre avec le client. C'est d'ailleurs pour ça que les contentieux durent aussi longtemps. Ils préféreront trouver une solution et être payés qu'aller à la revente d'un appart. Nous, on a eu un cas où on a eu, parce que les gens qui ont demandé des reports les ont obtenus, comme disait Olivier. Et on a eu un cas, une banque qui a refusé en fait à un client et contact de la médiation du crédit. En ce moment, ils mettent 48 heures à répondre. Au bout de 48 heures, il y avait un accord de report. On est passé par là. Donc, médiation du crédit. Si à tout hasard, votre banque est pas allée dans le sens de ce qu'a dit Olivier, vous les contactez, vous allez voir, ça va normalement bien se passer parce que, en tout cas, c'est l'expérience qu'on en a. Merci à tous. La dernière question que j'ai envie de vous poser individuellement, c'est comment, du coup, vous voyez un peu l'avenir, l'après-déconfinement. Qu'est-ce que vous allez faire
Je parle pas d'à titre perso, hein, on parle en termes d'investissement. Bon, enfin, c'est lié quand même. Hein. Ouais. Moi, à titre perso, même si t'en as rien à foutre, je prends un avion et Ouais. je me casse. Tu vas où? Je vais à Dubaï, j'ai un appartement à Dubaï. Bon, il faudrait qu'il me serve à quelque chose. Mais non, tout simplement parce que moi, je l'ai acheté juste avant le début de la crise. Donc, il y a juste la télé et la machine à laver. Donc, il faudrait quand même que j'aille le meubler parce qu'il y a les potes, déjà, ils m'ont demandé les clés et tout. Il faut que je teste la piscine qui est sur le toit, etc. Arrête. Je sais, mais je le fais exprès pour vous faire chier. Mais non, moi, j'en sais rien. Je vais laisser venir. Je vais voir. Bon, moi, j'ai une situation qui vient de changer ces derniers mois. Je suis séparé de ma femme. Donc, mes stratégies immobilières vont changer puisque les stratégies immobilières que j'avais aujourd'hui, c'était d'acheter des biens, de les mettre en location, de garder pour toucher des loyers. C'est ma femme, honnêtement, qui me mettait la pression, mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le sens où elle disait, ouais, on va sécuriser pour la retraite, machin et tout. Je lui dis, OK, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, on se sépare. Moi, je lui donne tous les apparts. Ça m'intéresse pas du tout, les loyers. Et moi, je vais repartir plutôt dans des opérations d'achat-revente, de ce que j'affectionne plus particulièrement. Moi, même si on ne doit pas répondre personnellement, depuis cette année, je peux reprendre des avions. Donc, j'avais réservé un avion avant la crise du coronavirus qui a été annulée suite au corona. Donc, j'ai ça en tête. Voilà, c'est une des premières choses que j'ai aussi en tête. Mais cet avion était réservé pour des affaires personnelles, enfin des affaires d'entreprise, quoi, parce que je veux commencer à investir à l'étranger, voilà. Donc, je vais continuer mon processus pour l'étranger. Et puis là, comme je vous l'ai dit, j'ai 2 gros projets, dont un qui est très, très important, qui est en stand-by à cause du corona, que j'ai qu'une hâte, en fait, c'est de recommencer. Le dossier est juste là. Et voilà, on est très pressé d'attaquer ce projet parce que c'est un projet qui touche on va dire très rapidement, hein, juste pour voilà, j'attaque un marché que je connais pas, que je vais découvrir. Et je suis très pressé de m'y atteler. Et voilà, je découvrirai les conséquences de la crise en même temps que l'opération. Je vais reprendre là où on en était il y a déjà quelques semaines, même si j'ai des chantiers quand même qu'on continue, j'ai des artisans qu'on continue à bosser. Donc, mais je vais continuer dans le même état d'esprit. Il n'y a pas de changement particulier dû à ça. J'avais une société qui était en cours d'immatriculation que j'ai stoppée parce qu'en fait, je pouvais pas choper le local, etc. Donc, autant l'immatriculer juste après la crise, elle va être immatriculée. J'ai un local pour lequel j'avais signé un bail pour un magasin. J'ai fait poser la devanture hier, donc pour que ça fasse un peu de pub pour les gens qui ont le droit de sortir pendant ce moment, il va être mis en route, etc., etc. Enfin, continuer en fait ce qu'on n'a pas pu forcément faire et aussi me tirer en vacances puisqu'on n'avait pas le droit de le faire, mais je ne sais pas trop dans quelles normes on a le droit de se tirer en vacances. Apparemment, ils risquent de nous mettre un peu de restrictions pour cet été à suivre. Ok, écoutez, nous, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce qu'on va faire? Et si ça ne nous intéresse pas du coup, on va pas le dire. Ok. Tu veux dire quelque chose? Nous, on est toujours sur la recherche de la résidence principale. Donc, voilà, ça, c'est un sujet sur lequel on va s'atteler. À titre perso, peut-être qu'un jour, ma fille pourra enfin aller à la crèche, hein, parce que c'était prévu qu'elle aille à la crèche avant le coronavirus et elle n'y est toujours pas allée. D'ailleurs, désolé si vous entendez des petits cris des fois de temps en temps, c'est elle qui est là. En tout cas, merci à Olivier, Nicolas, Loïc d'avoir partagé votre expérience sur les événements actuels. Si vous voulez retrouver Olivier, il a une chaîne YouTube. Nicolas, il a une chaîne YouTube. Ils ont tous des chaînes YouTube. On a tous des chaînes YouTube et d'ailleurs, on a fait d'autres vidéos avec eux sur notre chaîne. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus sur comment investir dans l'immobilier, on a une formation pour vous. C'est offert. Vous cliquez sur le lien dans la description. Et puis, comme on dit, l'aventure continue. À demain!